Bonjour à tous, vous allez pouvoir suivre dans un instant en direct la séance de questions cribles. Alors les questions cribles, vous le savez, ce sont ces questions très précises que posent les sénateurs à un ministre. Le thème aujourd'hui, c'est le déficit démocratique de l'Union européenne. Et le ministre, c'est Thierry Repentin, ministre délégué aux Affaires européennes. On se retrouve tout de suite après. Monsieur Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes, sur le thème déficit démocratique de l'Union européenne. Ce thème a été choisi par le groupe UDI-UC. Je vous rappelle que l'auteur de la question ainsi que le ministre pour sa réponse se disposent chacun de 2 minutes. 1 minute au maximum peut être présentée pour la réponse présentée par l'auteur de la question. Pour la première question, la parole est à monsieur Jean-Claude Requier pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, depuis plusieurs mois, des Ukrainiens se révoltent parce que leurs dirigeants ont soudainement tourné le dos à l'Europe. À 10 milliers de kilomètres vers le sud, ce sont des migrants du continent africain qui continuent d'affluer au péril de leur vie sur l'île de Lampedusa, la porte méditerranéenne de l'Union européenne. Le contraste est saisissant entre ceux qui rêvent de l'Europe, l'espace de leurs espoirs, et ceux qui y vivent, mais qui ne perçoivent plus ni rêve ni idéal européen. Une récente étude dresse un constat sans appel. 70% des Français sont prêts à limiter les pouvoirs de l'Europe. Et que dire des sondages qui placent les extrêmes en tête des prochaines élections européennes? Dans les urnes, l'Union européenne est devenue le triste défouloir des votes protestataires, le réceptacle de toutes les contestations. Nous ne pouvons pas laisser perdurer ce sentiment de défiance. L'Europe a atteint un niveau de déficit démocratique qui la met en danger. Relancer le chantier européen, c'est d'abord redonner du souffle à son idéal démocratique. Ce doit être une priorité. Et comment ne pas évoquer le mode actuel de désignation de nos représentants au Parlement européen? Le découpage artificiel en 8 régions n'a pas tenu ses promesses. Loin s'en faut, c'est un fiasco. Le taux d'abstention augmente à chaque scrutin et l'on frôle désormais 50%. Mais surtout, le plus grave, c'est le délitement croissant du lien entre parlementaires européens et citoyens. Y en a-t-il encore un? Rares, très rares, sont les Français qui connaissent le nom d'un député européen. Comme vous le savez, Monsieur le Ministre, les radicaux souhaitent le rétablissement d'une circonscription unique. Ils ne sont pas les seuls, puisque notre proposition de loi a été largement adoptée par le Sénat en 2010, avec le soutien des groupes socialistes, CRC et UC. Alors, Monsieur le Ministre, pour combler le déficit démocratique de l'Europe et des institutions, ne faut-il pas d'abord commencer par renforcer le lien entre les citoyens et leurs représentants à Bruxelles comme à Strasbourg? Comment les rendre plus visibles, plus légitimes, plus représentatifs et donc aussi plus forts face à la Commission et plus encore face à la technostructure européenne qui fait tant de ravages? Merci. Pour vous répondre, monsieur Thierry Repentin, ministre chargé des Affaires européennes. Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, je connais l'attachement viscéral de votre famille de pensée politique, les radicaux, à l'idée d'une circonscription unique pour les élections européennes, et je le respecte bien évidemment. Nous avons d'ailleurs expérimenté en France 2 modes de scrutin sur les élections européennes. Une circonscription unique de 1979 à 2003, je m'en souviens bien, j'ai moi-même été candidat sur une liste unique. Et depuis, des regroupements interrégionaux qui font des grandes régions. Malheureusement, il faut bien reconnaître qu'aucune des 2 formules n'a permis d'enrayer la désaffection à laquelle vous faisiez référence de nos concitoyens à l'égard du scrutin européen. Et on arrive à un curieux paradoxe. L'abstention, elle augmente au fur et à mesure que les pouvoirs du Parlement européen s'accroissent. Et ce mal ne touche pas seulement la France, elle est partout dans beaucoup de pays de l'Union. C'est donc bien ailleurs que dans le mode de scrutin qu'il faut trouver les raisons. Être député européen aussi, vous y avez fait référence, ce n'est pas une fonction facile. L'influence au Parlement européen ne se décrète pas. Elle s'acquiert par une présence forte sur les dossiers, par une capacité à négocier avec les élus des pays différents, de différentes cultures, de sensibilités politiques différentes. Et il en est de même d'ailleurs pour faire vivre le débat européen dans nos régions. Quant à la complexité du système décisionnel européen, elle est réelle, mais ne l'exagérons pas. L'Europe est finalement aux États ce que l'intercommunalité
est aux communes. Nous avons en partage une maison commune, ces règles du jeu qui permettent de construire des compromis, de faire émerger un intérêt général tout en respectant chacune et chacun de ses composantes. Ce n'est pas une histoire de mécano institutionnel qui fera redonner confiance dans l'Europe. Ce qui redonne confiance dans l'Europe, c'est des politiques européennes qui répondent aux aspirations des concitoyens, des mesures ambitieuses, une Union européenne plus intégrée, plus solidaire, plus prospère, plus juste, ce que nous employons de faire avec l'impulsion du président de la République. Et c'est sans doute cette image qui fait qu'effectivement, des milliers de gens à Kiev, notamment, manifestent pour nous rejoindre un jour. Merci. Monsieur Jean-Claude Requier. Oui. J'ai participé à de nombreuses inaugurations comme élu. J'ai rencontré beaucoup d'élus, de conseillers généraux, de maires, de conseillers régionaux, de députés, de sénateurs, beaucoup de préfets, de sous-préfets, mais hélas, très peu de députés européens, même quand l'Europe apportait des fortes contributions. Alors, je sais que le Lot, comme l'Ariège, est loin de Bruxelles, loin de Strasbourg, même si dans le Lot, nous vit encore Maurice Faure, qui est le dernier survivant du traité, des signataires du traité de Rome. Alors, je demanderai simplement aux futurs députés européens qu'on les voit un peu plus sur le terrain, qu'on les rencontre, et puis c'est eux qui incarnent l'Europe, et puis qui donnent enfin un peu plus de cœur et de passion à l'idée européenne, qui est vraiment une belle idée. Très bien, merci. La parole est à notre collègue Jean Bizet pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, pardonnez ma formule familière, mais la question du déficit démocratique de l'Union européenne, c'est un peu la question du verre à moitié vide ou à moitié plein, et j'ai tendance à le voir à moitié plein. En effet, depuis le traité de Lisbonne, les parlements nationaux sont mieux intégrés au processus de décision européen et le Parlement européen a considérablement renforcé ses pouvoirs. Il n'est qu'à voir son rôle affirmé lors de la renégociation et du vote sur le budget 2014-2020. Le traité sur la stabilité, le TSSG, lui aussi va dans le même sens en créant une procédure d'information, participation des parlements nationaux par le biais de la conférence interparlementaire sur la gouvernance économique. Nous avançons progressivement et si les crises économiques et financières ont constitué autant de chocs pour les institutions européennes, le fonctionnement de l'Union a globalement progressé de façon positive, même si parfois l'intergouvernemental a primé sur le communautaire, mais les gouvernements sont aussi issus des urnes et dans l'urgence, eh bien, l'intergouvernemental était, à mon avis, beaucoup plus pertinent. Aujourd'hui, nous estimons qu'il y a une marge d'action pour améliorer le fonctionnement institutionnel de l'Union. Le chemin peut paraître complexe. Il déroute parfois nos concitoyens. Nous devons faire preuve de démagogie encore et toujours, surtout en ce moment. Et parallèlement, nous ne devons pas abandonner le projet européen. Dans cette perspective, Monsieur le Ministre, nous sommes très attentifs aux éclaircissements que vous pourriez nous donner des propos du Président de la République pour un vrai gouvernement de la zone euro. Quel est son contenu exact et implique-t-il un miroir dans un Parlement de la zone euro ? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le sénateur Bizet, l'Union européenne, comme vous le savez, comprend effectivement 28 membres. Nous souhaitons avancer à 28. Mais 18 ont souhaité avoir une même monnaie et forment d'une certaine manière le cœur du réacteur de l'Union européenne. Approfondir l'union économique et monétaire dans ce cadre-là est essentiel pour en assurer la stabilité et faire en sorte qu'il constitue un moteur positif pour tous. Je souhaite vous dire que notre priorité aujourd'hui, et je sais que vous y êtes attentifs, c'est l'union bancaire, avec ses deux piliers, à la fois la supervision de l'ensemble des banques, c'est ce qu'on appelle la supervision unique, qui est en train de se mettre en place actuellement, mais également la résolution unique, c'est-à-dire un certain nombre de règles du jeu qui seront là pour trouver des solutions à la mise en banqueroute d'une banque, par exemple. Et ça, c'est en discussion aujourd'hui avec le Parlement européen. On doit ensuite continuer à renforcer la coordination des politiques économiques pour assurer à la fois la convergence de nos économies et des niveaux de croissance plus élevés. Et les discussions portent aujourd'hui sur ces fameux contrats de compétitivité et de croissance. Dans le même temps, je souhaite insister, nous donnons, et c'est essentiel à mes yeux, parce que c'est totalement nouveau, une dimension sociale à l'union économique et monétaire.
Et le président de la République a dessiné cette perspective d'un gouvernement donc de la zone euro, avec des objectifs qui seraient la croissance et l'emploi, et avec le jour venu, une capacité financière, c'est-à-dire un budget propre à la zone euro qui pourrait lui donner davantage de moyens d'action. Il nous faudra donc, bien sûr, comme vous l'avez souligné, améliorer le contrôle démocratique et assurer une légitimité démocratique à l'Union économique et monétaire. Il nous faudra, comme vous l'avez souligné, améliorer ce contrôle démocratique et donc, dans cet esprit, le président de la République et la chancelière, le 30 mai, ont appelé à la mise en place, après les élections européennes, de structures dédiées et spécifiques à la zone euro dans le nouveau Parlement. Et nous avons demandé au président du Parlement de réfléchir à la solution qui lui semble la plus adaptée à cette volonté que nous ayons, en quelque sorte, des députés qui, effectivement, soient plus investis au sein du Parlement européen sur la zone euro. Nous souhaitons aussi, pour cette démocratie, faire qu'il y ait plus de dialogue entre la zone euro et les représentants aussi des salariés et des employeurs, notamment à travers la Confédération européenne des syndicats. Merci, Monsieur le Ministre. C'est 2 minutes pour les questions cribles, différentes des questions d'actualité au gouvernement. Notre collègue Jean Bizet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, j'ai pris note avec intérêt des réponses que vous venez de me faire. Je note également que la mise en place de l'union bancaire, j'y adhère totalement, même si je vois qu'il y a une certaine discordance dans l'ampleur de l'analyse entre la position du commissaire Michel Barnier et puis la position de la France. Je souhaiterais une attitude beaucoup plus, je dirais, coercitive en la matière, quand on sait les dégâts que nous avons pu connaître il y a quelques années. Je regrette également la lenteur de la mise en œuvre, même si, je le sais, ce n'est pas facile, de cette union bancaire et après de l'union économique et monétaire auquel nous devons tous aspirer. Et j'avoue que j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt les propos de Mme Merkel hier au Bundestag et je souhaiterais à nouveau également entendre la parole de la France en la matière. Merci. La parole est à notre collègue Chantal Joanneau pour le groupe UDI-UC. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Je vous remercie pour cette séance à l'initiative de notre groupe qui a une acuité toute particulière puisque un récent sondage place un parti clairement europhobe en tête justement des prévisions de vote aux futures élections européennes. Ce qui, pour notre parti, pour qui la construction européenne est presque consubstantielle à son existence, est un signe extrêmement négatif. Il semblerait que 56 ans après la signature des traités, à une époque où, l'époque des pères fondateurs, nos concitoyens savaient combien l'Europe était la condition de la paix, aujourd'hui l'Europe ne s'impose plus du tout comme une évidence. Et c'est vrai qu'il n'y a jamais de mots assez forts pour critiquer l'Europe dans les différents discours sur l'euro fort, sur le diktat, sur le déficit démocratique que nous avons utilisé, nous le savons, dans cette séance, sur des gouvernements qui parfois alimentent aussi cette méfiance. David Cameron qui a annoncé un référendum sur l'avenir de la participation de la Grande-Bretagne à l'Union, des manifestations contre la Commission à Athènes, à Madrid, à Lisbonne. Manifestement, les espoirs sont déçus. Et pourtant, on oublie aussi de rappeler, et ça vient d'être discuté, que beaucoup d'initiatives très positives sont le fait des organes les plus fédéralistes de l'Union européenne, ceux qui sont même les plus critiqués, puisque c'est la Commission qui a initié le projet d'union bancaire, c'est la Banque centrale européenne qui a restauré la confiance sur les marchés. Aussi, vous le savez, mon collègue Jean Arthuis regrette beaucoup ce manque de confiance lié à ce qu'il estime être un manque de démocratie. Et vous venez d'évoquer la question de la gouvernance économique européenne. Il souhaiterait que les parlements nationaux soient beaucoup plus impliqués dans les débats, et notamment dans les débats préalablement au débat du Conseil, ce qui nous semble être un point extrêmement important. Et j'ajouterai pour ma part, Monsieur le Ministre, puisque vous vous êtes exprimé sur un gouvernement de la zone euro et que vous y êtes favorable, ce qui est une très bonne chose, jusqu'où, dans le cadre de ce gouvernement, pousseriez-vous l'idée d'une convergence, l'idée d'une véritable politique énergétique européenne et d'une politique des ressources en Europe? Je vous remercie. Merci. Monsieur le Ministre. Oui, Madame la Ministre, les prochaines élections européennes constituent, vous le savez, une importance majeure pour notre pays, pour l'Union, dans un contexte économique difficile, avec des tentations au mieux d'abstention qui s'expriment, au pire d'une progression des mouvements populistes qui prennent évidemment l'Europe comme bouc émissaire de tous nos maux.
Ce phénomène, moi, je l'observe dans, hélas, beaucoup trop de pays de l'Union, et les sondages, malheureusement, nous montrent que la menace, elle est réelle. Mais ce n'est pas une fatalité. Et nous pouvons, les uns et les autres, faire notre part de pédagogie. Pour ma part, je le fais chaque semaine dans une région différente de France pour répondre aux inquiétudes, montrer de manière concrète et tangible comment l'Europe est dans nos vies quotidiennes sans que nous n'en ayons conscience. Et j'en tire aussi une conclusion de ces déplacements, c'est que contrairement à ce que l'on dit, les Français ne sont pas forcément eurosceptiques. Pour beaucoup, ils sont euro-ignorants parce qu'on ne leur a pas suffisamment parlé de l'Europe au quotidien au cours des dernières années, leur dire que la politique de la ville, c'est le Fonds social européen, leur dire que les grands aménagements qui sont faits en France, c'est le FEDER, leur dire aussi que le fonds d'aide alimentaire aux démunis, ça permet aux secours catholiques ou aux Restos du Cœur d'accompagner nos concitoyens les plus déshérités. C'est ça la réalité de l'Europe dans la vie quotidienne des gens et l'occasion m'est donnée de le rappeler ici aujourd'hui. Il faut aussi redire que la priorité de l'Europe, c'est l'emploi et que nous avons, par exemple, au cours des derniers mois, augmenté le capital de la Banque européenne d'investissement de 10 milliards d'euros au bénéfice des PME sur nos territoires, de dire que nous allons avoir une politique agricole commune qui va nous permettre d'avoir une agriculture plus juste, plus proche, plus verte. Et puis, parce que vous m'avez posé la question sur la dimension énergétique, vous avez totalement raison, il y a un grand rendez-vous, c'est le Conseil de mars prochain, qui sera consacré aux problèmes énergétiques, avec, je l'espère, une grande ambition qui sera partagée par tous les pays de l'Union européenne, moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, 27% d'énergie renouvelable. C'est la position que portera la France et j'espère qu'il permettra un débat sur cette question-là pendant les européennes. Merci. Madame Joanneau. Merci, Monsieur le Ministre. Espérons que vous soyez bien entendu, mieux entendu et plus entendu, puisque sur le fond, on partage une vision très fédéraliste de l'Europe et on partage cette volonté que les gouvernements associent beaucoup mieux aussi les parlements, parce que c'est ce gouvernement qui négocie au Conseil dans le cadre des débats préalables au Conseil. Mais très honnêtement, aujourd'hui, c'est une œuvre collective qu'il va falloir mener. Tous les partis ici sont plutôt convaincus par l'Europe et nous sommes convaincus que c'est par plus d'Europe et une Europe clairement fédéraliste que nous parviendrons à sortir notre pays de ce faible taux de croissance. Très bien, je passe la parole à notre collègue Richard Yung pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, j'écoutais Madame Joanneau en me disant espérons que son plaidoyer fédéraliste puisse être entendu, car de nos jours, être fédéraliste, c'est tout de même porter une croix, en tout cas pour ceux qui sont chrétiens. Voilà. Mais pour revenir au débat, je voulais intervenir sur un point plus spécifique du déficit démocratique, c'est celui des troïkas, ce qu'on appelle la troïka. La Troïka, vous le savez, c'est une mission composée d'un représentant de la Commission européenne, d'un représentant de la Banque centrale européenne et d'un représentant du FMI qui se rend dans les pays en difficulté budgétaire, financière, et qui fait une analyse de la situation et qui, surtout, fait des recommandations, plus que des recommandations, sur les politiques à suivre. Et il y a à suivre par le pays en question. Et il y a autour de ce mécanisme un débat et un certain nombre de critiques justifiées, en ce sens que les troïkas, qui ont beaucoup de pouvoir, proposent souvent des politiques qui sont parfois contradictoires entre celles qui sont proposées par la Commission qui vise à réduire les déficits et par le FMI qui vise à réduire le niveau des salaires et le niveau des dépenses, et qui ne fait l'objet, en fait, d'aucun contrôle démocratique, ou d'ailleurs même pas démocratique, par les différentes instances européennes. Il y a donc un vrai malaise par rapport à ces troïkas, avec le fait qu'en plus on se demande pourquoi le FMI fait partie de la troïka. Il y a déjà la Commission européenne et la BCE. Et à tel point que, vous le savez, la Commission européenne a instauré un groupe de travail sur cette question. Donc,
Je vois que mon temps de parole est déjà terminé. Oui, donc on verra tout à l'heure pour la réponse. J'ai vraiment eu deux minutes 30. Alors vraiment, je veux dire. En tout cas, ma question au ministre, c'est simplement quelle est la position du gouvernement français par rapport à l'avenir et au contrôle des troïkas? Merci. Monsieur le ministre. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur n'a pas pu aller au bout de sa question, mais j'avais compris quel était le sens néanmoins de son interpellation. Et je crois qu'il faut effectivement revenir précisément sur les responsabilités et la légitimité de chacune des institutions que vous avez citées, s'agissant de la Troïka qui réunit, comme vous le savez, la Banque centrale européenne, la Commission et le FMI. Elle est, à juste titre, l'objet quelquefois de critiques. Je trouve que c'est légitime, je le dis. Ces programmes d'aide sont souvent avérés très exigeants, parfois beaucoup trop. Et la Troïka a beaucoup tâtonné en élaborant des programmes d'aide alors que ceux-ci avaient un impact réel et majeur pour les citoyens européens. Et nous avons tous à l'esprit notamment la population grecque notamment. Et en effet, cette Troïka renvoie une image négative de l'Europe à l'heure où celle-ci doit apparaître comme une solution et non un problème, l'Europe. C'est malheureusement pas le cas. Je dois rappeler quelques faits. Premièrement, quand même, la Troïka, elle élabore des programmes d'aide en pleine concertation avec les gouvernants qui sont concernés. Ces décisions sont ensuite avalisées par les ministres des Finances des gouvernements de la zone euro, qui en informent leur Parlement par la suite, puisque toutes ces décisions engagent des finances publiques de tous. Il n'empêche, je vous rejoins, nous pouvons faire mieux, et nous le souhaitons. C'est pour cela que, depuis mai 2013, un certain nombre de textes institutionnalisent justement le rôle de la Troïka tout en renforçant les dispositifs de contrôle des programmes qu'elle institue. Par quoi? Par des auditions parlementaires. C'est aussi la raison pour laquelle la France et l'Allemagne, dans leur contribution commune du 30 mai dernier, ont évoqué la possibilité de créer, après les élections européennes, des structures donc dédiées à la zone euro au sein du Parlement européen, afin enfin de garantir un contrôle démocratique et une légitimité appropriée du processus décisionnel européen que vous appelez de vos vœux. Merci. Alors, mon cher collègue, pour la réplique à la réponse, quelques secondes seulement. Merci, Président. Je vais surveiller le chronomètre. Merci de la réponse. Je voulais peut-être élargir le point auprès des collègues en attirant votre attention sur deux mécanismes très importants qui sont en train d'être mis en place, qui sont la supervision bancaire européenne et la résolution bancaire. Sur la supervision, il y a un contrôle et un débat organisé par le Parlement européen, mais les parlements nationaux restent en quelque sorte à la porte. Et donc, je retrouve l'idée que vient d'évoquer le ministre, qu'il faut que nous ayons une structure parlementaire de l'Eurogroupe qui puisse intervenir là. Et plus grave encore, dans les propositions de résolution, c'est-à-dire ceux qui payeront, eh bien, les parlements nationaux sont absents. Or, j'attire votre attention sur le fait que pendant 10 ans, c'est quand même les budgets nationaux qui vont payer en cas de résolution. Et donc, il est essentiel qu'il y ait un contrôle parlementaire national. Merci. Je passe la parole à Éric Bouquet pour le groupe CRC. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, je voudrais d'emblée saluer ici l'excellente proposition de nos collègues du groupe UDI-UC sur le choix du thème de ce débat. La très grande majorité des citoyens européens a effectivement l'impression que l'Union européenne est une gigantesque machine administrative très éloignée de leurs préoccupations et ce n'est malheureusement pas complètement faux. De plus, quand l'avis des peuples est sollicité, l'Europe n'en tient pas toujours compte. Le référendum français de 2005 en est un des exemples les plus flagrants. Le peuple a majoritairement rejeté le traité établissant une constitution pour l'Europe, ce qui n'a aucunement empêché la ratification du traité de Lisbonne, qui est, sur le fond, exactement le même que celui qui fut rejeté en 2005. Le recours au référendum ne doit pas être à géométrie variable, mais être une pratique régulière. Non pas que la question de l'adhésion de la Turquie, qui vient dans l'actualité, ne soit pas importante, mais elle peut aussi servir à masquer les véritables enjeux. Le manque de démocratie est également flagrant en ce qui concerne les documents et les questions budgétaires. Désormais, le budget est présenté à Bruxelles avant même qu'il ne soit discuté par le Parlement français. C'est quand même là un véritable déni de la souveraineté des peuples. Le dogme de la concurrence libre et non faussée est lui aussi, d'une certaine manière, un frein démocratique.
les législations que l'on pourrait prendre pour protéger les citoyens ou l'environnement sont abandonnées la plupart du temps afin de respecter le dogme sacré de cette concurrence, ce qui se traduit par un affaiblissement du pouvoir législatif. A-t-on demandé l'avis des citoyens européens sur la directive des travailleurs détachés, par exemple, alors même que cette dernière remet en question le droit du travail et n'a jamais été adoptée par le Parlement français? Nous croyons pour notre part à une Europe des coopérations et des solidarités. Monsieur le ministre, quelles initiatives précises le gouvernement français entend-il prendre pour rendre le processus de la construction européenne plus démocratique et plus proche des peuples? Merci, Monsieur le ministre. Monsieur le sénateur Bocquet, vous avez raison. Il faut renouer le lien entre les citoyens et l'Europe, mais ce n'est pas par le mécano institutionnel que nous y parviendrons. Je crois que c'est en donnant la preuve que l'Europe peut aussi apporter des réponses à la préoccupation de nos quotidiens, des acteurs économiques, des défenseurs de l'environnement, pour reprendre quelques thématiques que vous avez faites. C'est d'ailleurs aussi cette démarche qu'avec François Hollande nous mettons en place, faite de respect à la fois pour les États membres, quels qu'ils soient, et les institutions, le souci constant d'apporter des réponses concrètes. Et ces réponses, je vais vous en citer quelques-unes au cours des derniers mois. Vous avez parlé du détachement des travailleurs. A-t-on pris la tâche de nos concitoyens? Pas de nos concitoyens en direct, mais la tâche du Sénat français, oui, puisque nous avons adopté ici, ensemble, à une grande majorité, une résolution européenne. Vous en étiez d'ailleurs l'un des auteurs, contre le dumping social. Nous avons aussi, au cours des derniers mois, adopté au niveau européen une ligne de 6 milliards d'euros pour aider toutes les régions où le taux de chômage des jeunes est trop important, pour les accompagner sur des plans de formation, de développement de l'apprentissage. Nous avons aujourd'hui engagé un combat, et nous irons jusqu'au bout, pour lutter par exemple contre la fraude et l'évasion fiscale, car il n'est pas normal que nous soyons obligés d'augmenter les impôts alors que certains qui devraient en payer n'en payent pas, parce qu'ils passent à travers des mailles d'un filet institutionnel qui est trop lâche. Nous avons aussi adopté un budget, 1 030 milliards sur la période 2014-2020. Ces 1 030 milliards seront investis dans l'Union européenne pour de grands chantiers qui sont pourvoyeurs d'emplois. Nous avons aussi aujourd'hui une discussion pour nous assurer que dans quelques années, nous ne pourrons pas diffuser des OGM en plein champ parce qu'il y a des problèmes de santé et d'environnement. Ce qui veut dire que nous devons toujours là où nous sommes, avoir en tête le souci de nos concitoyens, et que pour ces politiques, nous devons dialoguer avec les parlements, tenir compte de vos positions, comme nous avons tenu compte aussi du carton jaune que vous avez émis ici lorsque le droit de grève était menacé au niveau européen. Nous en avons tenu compte. Ce texte n'est jamais allé au bout. Merci. Monsieur Éric Bocquet. Bien, Monsieur le ministre, je vous remercie pour votre réponse et permettez-moi de faire au nom de notre groupe 3 propositions précises. Dans un premier temps, afin que les citoyens se sentent réellement impliqués dans le processus de construction européenne, il me semble indispensable de rendre systématique la consultation des peuples sur les traités essentiels. Deuxième point, il nous paraît aussi indispensable d'accroître les pouvoirs du Parlement européen par rapport à ceux de la Commission, car actuellement, ceux qui prennent vraiment les décisions, les commissaires européens, n'ont aucune légitimité démocratique puisqu'ils ne sont élus par personne. Troisième proposition, nous pensons, vous y faites référence à l'évasion fiscale, qu'il est urgent d'avancer sur l'harmonisation fiscale notamment. Combien de temps encore allons-nous accepter qu'un seul pays de l'Union européenne puisse bloquer les avancées en matière de transparence et de transmission automatique des informations? Pour conclure, j'espère sincèrement que les élections du Parlement européen le 25 mai prochain seront l'occasion d'amener ces sujets au centre du débat. Nous avons pour notre part bien l'intention d'y contribuer très activement. Je vous remercie. Merci. La parole à André Gattolin pour le groupe écologiste. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Le fonctionnement démocratique de l'Union européenne laisse encore très fortement à désirer, c'est un fait indéniable. Ce déficit démocratique est généralement imputé aux institutions européennes et les collègues qui m'ont précédé n'ont d'ailleurs pas manqué de le rappeler et ils n'ont pas tort. Mais sa responsabilité incombe aussi à nos États, à nos gouvernements successifs, à la grande majorité des responsables nationaux, parlementaires inclus. Qu'on l'aime ou qu'on l'abhorre, qu'on la rejoigne ou qu'on la quitte, l'Europe est désormais au cœur de tous nos enjeux politiques, économiques ou environnementaux. Comment considère-t-on ces élections européennes? Comme un scrutin de seconde zone
qui ne mérite pas qu'on s'y intéresse vraiment. Car, au-delà des discours de façade lardés de belles intentions, nos pratiques les contredisent de manière flagrante. Je prendrai ici qu'un seul exemple, mais un exemple qui me paraît assez emblématique. À la fin du mois prochain, le Sénat et l'Assemblée nationale suspendront leurs travaux durant 5 semaines à l'occasion de la tenue des élections municipales. Alors que le Parlement national vient enfin d'adopter une loi contre le cumul des mandats, nous persistons à cumuler les semaines de suspension à l'occasion de ces élections. Le scrutin municipal est un scrutin très important pour la vie démocratique. Je n'en disconviens évidemment pas. Mais un calendrier parlementaire de plus en plus démentiel, c'est sans aucune commune mesure avec ce que se reviendra à l'occasion des prochaines élections européennes. Combien de temps de suspension de nos travaux en amont de celle-ci? Rien, nada, nič, nothing, niente, tipota, et même ništa si on veut parler en croate. Pas une seule semaine, pas un misérable jour pour nous permettre, nous, membres de la représentation nationale et de fait, citoyens européens, de nous impliquer pleinement dans cet enjeu capital pour l'Europe et pour notre pays. Alors, Monsieur le Ministre, ma question est simple. Quand va-t-on remédier à cette aberration de notre agenda? À défaut de pouvoir changer immédiatement ce calendrier injuste, ne pourrions-nous pas, en avril ou en mai, décider de consacrer au moins une semaine entière de nos travaux à l'Europe et à la dimension européenne, aujourd'hui partout présente dans nos choix et dans notre législation? Je vous remercie. Merci. Monsieur le ministre. Oui, monsieur le sénateur, vous avez raison. Nous vous rejoignons tous sur le fait que les élections européennes, c'est vraiment un moment déterminant de la vie démocratique européenne vis-à-vis d'une institution qui compte de plus en plus pour des décisions européennes, mais également sur l'impulsion législative sur des textes qui sont débattus, votés au Sénat et à l'Assemblée nationale. C'est d'ailleurs encore plus vrai depuis que le traité de Lisbonne indique que les parlementaires européens éliront, c'est très important, le prochain président de la Commission européenne. Ils le feront d'ailleurs sur la base d'une proposition, vous le savez, du Conseil européen, mais les chefs d'État et de gouvernement devront tenir compte justement des équilibres politiques issus de ce scrutin. Et c'est pour cela qu'un certain nombre de partis politiques ont d'ailleurs d'ores et déjà choisi leur chef de file pour cette campagne, ce qui permettra de mieux comprendre chez les électeurs quelles sont les différences, en quelque sorte programmatiques, qui sont soumises à leur vote. Cette responsabilité à laquelle vous faites référence ne revient pas seulement au seul gouvernement. Je crois que chaque partie prenante, institution européenne, parti politique, doit agir à son niveau. Pour ce qui nous concerne, nous avons évidemment pris les dispositions nécessaires pour garantir un excellent déroulement du scrutin, avec une campagne d'information sur les enjeux de ce scrutin. Vous parlez des vacances parlementaires. Vous savez que ce n'est pas une règle, c'est une tradition. Elle appartient avant tout à chacun des parlements de dire comment elle veut aborder ce scrutin. Donc cette question, elle peut être répondue par plusieurs orateurs, par plusieurs initiatives, mais rien n'interdit, par exemple, au Sénat ou à l'Assemblée nationale, dans les semaines qui précèdent ce scrutin, d'avoir des sessions spéciales sur l'Europe, ce qui sera aussi une forme de pédagogie à l'égard de nos concitoyens. Donc j'invite finalement celles et ceux qui ont une idée ou un pouvoir sur l'ordre du jour à inscrire pendant quelques semaines des débats sur la dimension européenne et d'ainsi éclairer celles et ceux qui iront voter, je l'espère, nombreux le 25 mai prochain. Très bien, mon cher collègue André Gattolin. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour votre réponse. Et comme c'est le président du Sénat qui aujourd'hui préside cette séance, je crois qu'il a entendu le message. Je crois plus généralement, et là, à l'instigation des politiques, mais du gouvernement, c'est important à ce sujet, il faut que nous établissions une semaine par an au minimum, une semaine parlementaire européenne. Parce que nous sommes un certain nombre à la Commission des Affaires européennes, 36 officiellement. En réalité, une petite douzaine a réellement travaillé, à passer notre temps dans deux commissions, à la fois notre commission au fond et celle-ci, à
de relais. Mais il y a des tas de collègues, et on le voit quand il y a un débat européen, et là aujourd'hui nous sommes particulièrement nombreux, en partie parce que c'est des questions d'actualité qui passent à la télévision. Je dis, ces débats européens, nous avons parfois des vrais problèmes d'explication entre nous et de communication. Alors si les parlementaires nationaux ne peuvent pas être le relais, non pas du discours des institutions européennes, mais d'un discours sur l'Europe, effectivement, il ne faut pas s'étonner que les citoyens participent de moins en moins aux élections européennes. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à présent à notre collègue Joëlle Garriaud-Maylam pour le groupe UMP. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, en 2013, près de 13 millions de citoyens de l'Union européenne vivaient dans un autre État membre. C'est presque 2 fois plus que 10 ans plus tôt. C'est plus que la population de certains États membres. L'essor des programmes d'échange universitaires comme Erasmus et l'ouverture des frontières dans l'espace Schengen ont favorisé ces migrations intra-européennes. Ces expatriés sont un noyau de ce peuple européen appelé de nos vœux et ils pourraient être aussi le fer de lance de l'émergence d'une véritable citoyenneté européenne. Mais la représentation politique ne suit pas. Pour les élections européennes, ils sont largement condamnés à voter pour une liste locale dans leur pays d'accueil. Les europatriés français peuvent sinon opter pour voter dans la circonscription d'Île-de-France. Réserver des sièges au Parlement européen aux euro-expatriés serait pourtant un pas énorme vers la constitution de listes transnationales telles que rêvées par les pères fondateurs de l'Europe. Au lieu de rester arc-boutés sur la défense d'intérêts nationaux, ces eurodéputés défendraient une vision politique globale du développement de l'Europe. La France, qui a historiquement joué un rôle pionnier dans la représentation de ses expatriés, ne pourrait-elle pas donner une impulsion en ce sens? Dans un premier temps, ne pourrait-elle pas décider que les 2 nouveaux sièges au Parlement européen alloués à la France suite au traité de Lisbonne soient réservés à la représentation des expatriés? Un siège pour alors représenter les Français d'Europe, l'autre que les Français du reste du monde. Ces europatriés soulèvent des questions concrètes cruciales. Un seul exemple, l'explosion du nombre d'enfants nés de nationalités différentes s'est accompagnée d'une hausse des divorces. Les États s'abritent aujourd'hui derrière leur souveraineté en matière de droit de la famille et derrière des mécanismes européens de reconnaissance des décisions judiciaires. La commission des pétitions du Parlement européen a tenté de soulever ces problèmes en vain. Comment encourager les instances européennes à travailler une résolution de ces conflits familiaux et à la défense des droits des enfants, par exemple par le biais de commissions entre parlementaires nationaux ou par l'instauration d'un défenseur des enfants à l'échelle européenne. Une génération d'Européens ancrés dans 2 ou 3 cultures européennes différentes est en train d'émerger. Ne gâchons pas cette opportunité de construire la citoyenneté européenne. Merci. Monsieur le ministre, pour la réponse. Bien, en 2 minutes, Madame la sénatrice, je vais essayer d'apporter des réponses. Premièrement, pour vous dire que nous avons le même objectif que vous à l'égard des Français de l'étranger, pour leur dire que ces élections européennes les concernent effectivement directement. Et nous avons, en tout cas, pas choisi la solution d'une euro-circonscription pour les Français de l'étranger, mais avec le même objectif, nous avons choisi une autre solution. Les ressortissants français, effectivement, résidant en dehors de France, pourront voter pour des listes françaises, puisque les Français de l'étranger seront représentés désormais sur une liste Île-de-France et Français de l'étranger aux prochaines élections européennes. C'est, je crois, un premier progrès par rapport aux élections précédentes, et certaines familles, je me permets de vous le dire, politiques, ont saisi la mesure de ce progrès en retenant sur cette circonscription des candidats des Français de l'étranger en bonne position éligibles. Pour le scrutin du 25 mai, les ressortissants français résidant sur le territoire de l'Union auront donc la possibilité de voter soit sur des listes locales, soit sur la liste Île-de-France et Français de l'étranger s'ils sont inscrits au consulat. Je souhaite aussi qu'il y ait beaucoup de gens qui aillent voter. C'est pour cela qu'il me semble que c'est une vraie opportunité que l'élection des consulaires le même jour soit organisée. Ce sera donc une opportunité de voter 2 fois et on sait qu'on se déplace plus facilement lorsqu'il y a 2 élections le même jour. Sur
problématique des couples binationaux, de plus en plus de nos concitoyens sont concernés. On doit donc apporter une attention particulière. Et vous le savez, dans le cadre d'une coopération renforcée entre 14 États membres, un règlement facilitant les procédures de divorce entre époux de nationalités différentes a été adopté en 2010. Il est applicable en France depuis 2013. Jusqu'ici dépendant du droit de leur résidence, les couples binationaux pourront dorénavant choisir la loi applicable à leur divorce. Je prends un exemple. Un couple franco-allemand installé depuis quelques années en Italie pourra donc choisir de divorcer selon le droit français, italien ou allemand. S'il choisit la loi allemande, un tribunal italien appliquera alors les règles du droit allemand. Vous voyez, y compris dans ce type de législation, dont nous ne souhaitons pas qu'elle se développe beaucoup parce que ça voudrait dire qu'il y a beaucoup de divorces, nous essayons d'apporter des réponses pragmatiques aux soucis de nos concitoyens. Merci, cher collègue. En quelques secondes, s'il vous plaît. Oui, merci Monsieur le ministre. Malheureusement, ces réponses sont insuffisantes. Et vous le savez, il y a des cas concrets qui sont extrêmement graves, qui traînent depuis des années, en particulier en matière de droit de la famille. Et nous devons aller beaucoup plus loin. Et aussi, en matière de citoyenneté européenne, depuis 1992, depuis le traité de Maastricht, nous entendons en permanence que cette citoyenneté européenne est une coquille vide. Nous entendons parler de déficit démocratique alors qu'il y a des solutions. Et c'est vrai que pour les Français de l'étranger, honnêtement, la solution n'est pas véritablement celle de voter sur des listes nationales, solution d'ailleurs qui existait depuis 1979, mais qui avait été supprimée relativement récemment et qui est restituée, mais avec peu de centres de vote, peu de possibilités de vote, pas de possibilité de vote par correspondance, beaucoup d'expatriés très éloignés des centres de vote, et il n'est pas toujours très gratifiant de voter pour une élection locale dans un pays où l'on n'est que de passage et où l'on ne connaît pas les représentants. D'où l'importance de compléter le dispositif qui avait été institué avec une représentation à la fois au Sénat, à l'Assemblée nationale, mais aussi au Parlement européen, parce que ces Français de l'étranger sont les vrais artisans de l'Europe. Merci. La parole à Jean-Yves Leconte pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, l'Europe, c'est aujourd'hui le cadre économique et social qui s'impose à tous les Européens. Les débats politiques nationaux, lorsqu'ils ne sont ni troncs ni simplistes, portent souvent sur la meilleure manière de réorienter telle ou telle politique européenne. Cela va de la politique monétaire à la politique de l'asile, pour donner quelques exemples. C'est pour cela que les élections européennes de mai prochain seront essentielles. Nous avons eu un débat sur le partenariat transatlantique qui sera, je l'espère, au cœur des élections européennes. Mais je dois faire quelques remarques, lorsque un budget, qui est toujours la traduction d'une politique, est fait pour ce qui concerne l'Union européenne dans un cadre pluriannuel qui ira jusqu'à 2020 et qu'il est validé avant même l'élection des députés européens qui siégeront de 2014 à 2019, n'y a-t-il pas ici une confiscation de la démocratie? Deuxième observation, il n'y a pas de démocratie sans peuple. C'est pour cela que l'émergence progressive de la citoyenneté européenne est essentielle à la poursuite de la construction européenne. Avoir la nationalité d'un État membre, c'est être citoyen européen. Comment réagir, Monsieur le Ministre, lorsqu'un État membre, en l'occurrence Malte, met en vente la citoyenneté européenne? Troisième remarque, jusqu'il y a peu, le cadre de la construction européenne, c'était l'Union européenne. Depuis 2008, c'est pourtant entre les pays de la zone euro que des initiatives ont été prises pour corriger les défauts de l'union monétaire qui auraient pu s'avérer mortels, le mécanisme européen de stabilité, le pacte budgétaire, l'union bancaire. C'est dans le cadre de la zone euro que de nouvelles harmonisations ont été mises en place. Mais ces succès techniques sont aussi des risques politiques, tant qu'il n'y aura pas un contrôle démocratique direct sur ces orientations qui sont aujourd'hui choisies de manière intergouvernementale. Monsieur le ministre, comment assurer l'orientation des choix budgétaires et financiers des pays de la zone euro de manière directe et démocratique? Comment, avec des dispositions lisibles et simples, assurer la cohérence de ces orientations avec le vote des Européens lors des élections au Parlement européen en mai prochain et qui concernera l'ensemble de l'Union européenne? Je vous remercie. Très bien, merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Oui, monsieur le sénateur, vous qui êtes un spécialiste reconnu de ces questions, permettez-moi d'apporter une ou deux réponses. L'idée de synchroniser finalement les calendriers budgétaires et politiques que vous suggérez peut exercer une certaine séduction. Cela effectivement ferait complètement sens
dans le cadre financier pluriannuel pour qu'il soit finalement aligné sur la durée des mandats de la Commission et du Parlement européen. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le traité prévoit que le cadre financier doit être d'une durée d'au moins 5 ans. Pourtant, cette idée présente des difficultés. Bon, d'une part, il faut être conscient que la négociation du cadre financier pluriannuel, vous le savez, c'est une procédure qui est longue. Ainsi, entre l'adoption de la proposition de la Commission et l'accord définitif du Conseil et du Parlement, il peut s'écouler au moins 2 ans, ça a été le cas récemment. Pour peu que la Commission ne prenne ses fonctions que quelques mois après les élections européennes, comme ce fut le cas la dernière fois, alors cette concordance des calendriers budgétaires et politiques est très difficile à assurer dans la durée. D'autre part, un cadre financier réduit à 5 ans pourrait affecter la bonne conduite de certaines politiques européennes qui ont besoin de durée, qui reposent sur une programmation pluriannuelle. Je pense en particulier à la politique de cohésion sociale, je pense aussi aux politiques de développement rural. À l'inverse, un cadre financier de 7 ans offre la possibilité à ce type de politique de pouvoir produire pleinement leurs effets. Mais je voudrais vous rassurer, évidemment, les nouveaux parlementaires auront leur mot à dire sur le cadre financier pluriannuel 2014-2020, puisqu'il a été prévu explicitement une clause de revoyure pour justement tenir compte du fait qu'il y aura de nouveaux députés européens. Enfin, sur la légitimité démocratique de la zone euro, comme vous savez, nous souhaitons qu'il y ait des politiques plus approfondies, plus intégrées. Je vous le répète, nous attendons du nouveau Parlement européen qu'il mette en place un pendant démocratique, c'est-à-dire une institution, une commission, c'est au Parlement de le dire, spécifique sur la zone euro pour apporter l'avis des parlementaires avant que toute décision ne soit prise. C'est ce que demande la France, rejoint par l'Allemagne. Merci. Jean-Yves Leconte pour la réplique. Monsieur le Président, merci Monsieur le Ministre. Sur la dernière question, je retiens la réponse que vous aviez faite préalablement à mon collègue et votre affirmation sur ce point. Je crois que ce sera un élément utile et qui permettra une lisibilité dans le contrôle démocratique de la zone euro. Pour ce qui est du budget européen, je comprends bien tous les avantages d'un budget qui s'inscrit dans la durée. Et je sais aussi ce qu'il y a dans les textes aujourd'hui, dans les traités. Toutefois, si on veut vraiment donner aux citoyens qui sont aujourd'hui perdus par l'absence de contrôle sur ce type de choses, il faut évoluer. Peut-être pas sur ce cadre budgétaire-là, mais sur le prochain, faire en sorte que les traités évoluent et que la pratique surtout évolue des gouvernements et des parlements nationaux et du Parlement européen de manière à ce qu'il y ait concordance et que ça puisse être fait de manière plus facilement compréhensible pour l'ensemble des citoyens. Merci, mes chers collègues. Nous avons fini avec cette séance des questions cribles. Je vais suspendre la séance. Elle sera reprise à 16 h. Voilà, vous avez donc pu suivre en direct la séance de questions cribles, des questions cribles consacrées au déficit démocratique au sein de l'Union européenne. On se retrouve dans quelques instants. Démocratie, Tunisie, femmes, liberté, égalité. C'est un ensemble d'idéaux. En Tunisie, 3 ans après la révolution de janvier 2011, les droits des femmes sont devenus un symbole et un enjeu politique. بعد الثورة فما حاجات اللي هدت بالحق المرأة هدت المرأة في كيانها في شخصية في وجودها اللي هما بينهم الحقوق الإنسان اللي جاب لنا حسب رأيهم الهم الكل هي تحرير المرأة. Dans un pays qui faisait figure d'exception dans le monde arabe, ces droits sont aujourd'hui menacés. Des femmes, mais aussi des hommes, se battent pour les défendre. Tunisiennes sur la ligne de front, samedi à 15h15 sur Public Sénat.